Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Ouro Africa, votre tribune panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé, Cameroun, justement pour épiloguer sur les questions panafricaines, celles qui touchent l'Afrique, celles qui font bouger le continent. Et ce soir, justement, nous allons nous appesantir sur un fait marquant de l'histoire politique de l'Afrique du Sud. Nous constatons avec beaucoup de circonspection que l'ANC, le parti historique dirigé à l'époque par feu Nelson Mandela, vient de perdre les élections législatives du côté de l'Afrique du Sud. On va s'appesantir sur l'héritage de Nelson Mandela, interroger le présent. Est-ce qu'aujourd'hui les Sud-Africains ne se reconnaissent plus en l'héritage de celui-là qui aura marqué d'une empreinte indélébile la lutte contre l'apartheid du côté de l'Afrique du Sud? On en parle en introduction de Ouro Africa ce soir. Et nous allons de façon plus globale revenir sur cette tendance qui amène de nombreux pays africains à être dirigés par des régimes arrivés aux affaires par des coups d'État. Ce soir, on questionne la problématique des coups d'État, mais avec un marqueur qui nous amène à nous poser la question de savoir est-ce que les coups d'État en Afrique sont à considérer comme un échec de la démocratie, alors que l'on sait que beaucoup s'échinent à vouloir jumeler les deux concepts. Est-ce que les coups d'État sur le continent que nous remarquons en nette hausse sont un échec ou alors un référent qui nous fait comprendre que la démocratie a échoué dans le continent noir? C'est la réflexion principale qui va irriguer nos pensées ce soir. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Ouro Africa. Je prends une respiration et je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, nous nous appesantissons sur la situation politique de l'ANC en Afrique du Sud et nous allons parler de façon plus globale sur ces coups d'État en nette hausse sur le continent africain. Est-ce qu'ils sont un échec? Alors, est-ce qu'ils symbolisent l'échec de la démocratie en Afrique? Et pour justement épiloguer sur ces questions, nous avons notre cadre majeur pratiquement au complet. Ce soir, Paul Stéphane Menunga, notre politologue, qui justement ne cesse plus de nous édifier quant à la réflexion en politique, est présent encore une fois de plus. Paul Stéphane, bonsoir. Bienvenue sur Ouro Africa. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les spectateurs et internautes, bonsoir à tous les fidèles de Ouro Africa. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission. Merci Paul Stéphane Menunga pour la présence. Tout en face de vous, nous avons un autre Ourounais, c'est comme ça qu'ils ont été baptisés. Lui, c'est un confrère journaliste, homme politique accessoirement. Simon Messengue, une fois de plus, nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir également à nos co-discutants. Un bonsoir particulier au président de la République parce que
Je le dis pourquoi? Parce que depuis quelques mois aujourd'hui, on voit davantage le Cameroun monter en puissance dans les relations internationales. Tout d'abord avec l'élection à l'unanimité de tous les pays francophones d'Afrique qui a investi comme ça le Camerounais, l'honorable Hilarion Iton, à la tête de l'APF, entendu, je crois, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À cela, on voit déjà arriver l'élection à la tête de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il y a un autre Camerounais qui est le candidat de l'Afrique, à savoir le camarade Philémon Yang. Et donc, nous voyons comment est-ce que ce grand manœuvrier d'Afrique positionne ses pions au sommet même de la gestion du monde. Et donc, c'est à saluer. C'est pour ça qu'une fois de plus ce soir, je salue sa grandeur. Merci Simon Messengue pour votre présence et surtout vos mots pour celui que vous baptisez sur ce plateau grand manœuvrier d'Afrique. Vous parlez du président Paul Biya. Je vous quitte un instant pour aller vers ma droite avec un autre désormais fidèle de Ouru Africa, M. Bawa Bouba, il espère en gouvernance politique. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir également à tous les étudiants de la nouvelle Université d'Afrique d'Action. Et je tiens à leur dire que la tâche n'est pas facile, mais nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Et heureusement, notre plateforme est largement représentée ce soir. Merci à vous, cher M. Bawa, pour la présence et beaucoup de courage à vos étudiants. Je termine par un autre titulaire de Ouru Africa. Il est docteur, il est manœuvrier, si on peut emprunter l'expression de Simon Messengue, dans la société civile au Cameroun. Il est opérateur économique, Jean-Moïse Mbok. Nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Et j'apporte la précision, comme Paul Stéphane a l'habitude de dire, et aux internautes. Les salue Ils sont nombreux d'ailleurs. Ils sont nombreux, je les salue également ceux d'ici. Et d'ailleurs, je vais saluer toute la communauté Voratemengue, d'où est issue mon épouse. Oui. Et je vais saluer toute la communauté Bassa, d'où je suis issu. Et naturellement saluer Samuel Eto'o fils, saluer tous les cadres de la FECA Foot et saluer le football camerounais qui passe par des turbulences, mais qui reste Jean-Moïse Mbok, j'ai accédé à une doléance qui m'a été présentée en introduction du plateau. Nous avons décidé comme ça de donner 1 minute à chacun d'entre vous pour dire un mot sur une problématique qu'il souhaitait. Donc, j'ose croire que vous êtes là dans la minute que j'ai décidé d'octroyer. Si c'est la minute qui m'est octroyée, je commence par saluer, comme je l'ai dit, Samuel Eto'o. Oui. Et je veux lui donner juste un conseil. À Samuel Eto'o. À Samuel Eto'o et à tous les cadres de la FECA Foot. À un moment donné, il faut choisir ses combats. Et ce combat, il est inutile. Il faut respecter le Cameroun, il faut se sacrifier, comme il a souvent fait quand il portait le maillot. Et là, nous entrons dans une phase qui est tout sauf le football. Ça prend une tournure compliquée, complexe. On a l'impression qu'il y a un programme pour éliminer tout ce qui peut faire ombrage au vieux lion. Et il fait partie de ceux-là qui, dans les chaumières, les gens racontaient des histoires, lui-même il a démenti, mais je le dis ici, tout ce qui semble faire ombrage, on les met de côté. On a vu avec la politique, notamment le PCRN et tout. Maintenant, il y a une vague qui est en train d'aller et il ne faut pas qu'il se retrouve du mauvais côté de la vague. Il a voté le chef de l'État en 2018, qu'il rentre dans cette logique et cette position. Le Cameroun n'a pas besoin d'une confusion comme celle-là. Oui. Pour son image, pour son palmarès et pour les footballeurs qui sont autour. Donc j'ai envie de lui dire, s'il te plaît, cher frère Samuel Eto'o, si tu n'as pas remis les maillots, remets les maillots. Si tu n'as pas libéré les bus, libère les bus, laisse-les faire. Le plus important est que les Camerounais aujourd'hui savent que tu as voulu faire ce pourquoi tu es là et tu vis tout ce que tu vis, qu'on ne comprend pas.
Donc à un moment donné, il faut laisser les combats qui ne mènent pas à l'excellence, qui ne mènent pas à l'exaltation de la nation. Oui. Donc c'est vraiment un conseil que je lui donne aujourd'hui, que ce combat dans lequel on veut l'entraîner, qu'il ne les suive pas. J'ai salué son attitude hier, celle de rappeler ses tenants de rentrer à la base, qu'il reste dans cette attitude de ne pas lutter, de ne pas combattre, de ne pas aller dans la confrontation avec un monsieur qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, lui et naturellement ses équipes, on ne comprend pas leur fonctionnement, mais on veut que ces lions qui sont venus puissent travailler dans de bonnes conditions, puissent s'entraîner, puissent se préparer et puissent même gagner cette rencontre. Maintenant au hibou, je veux leur souhaiter, s'il vous plaît Stéphane, je termine ma minute. Vraiment. Je veux leur souhaiter de ne pas aller sur les réseaux sociaux et amplifier une crise qui est inutile, que tout le monde baisse les armes. On a besoin d'un Cameroun serein. Merci. Vous voyez que je n'ai pas merci Jean-Maurice Paul Stéphane Manunga, même exercice, je vous donne votre minute, tel que convenu en introduction de ce plateau. Sur le sujet qui vous parle. Non, moi, le sujet qui me parle, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le sujet de la FECAFOOT. Tant mieux. Parce que le sujet de la FECAFOOT et du MINSEP, ce sont les détails. Le Cameroun a les vrais problèmes. Et je me suis amusé à lire l'enquête ECAM 5. Oui. ECAM 5. On vous dit que la pauvreté a augmenté au Cameroun. Et ça n'intéresse pas les Camerounais. Parce que d'après la stratégie nationale de développement, le Cameroun doit réduire son taux de pauvreté. On doit passer de 37% à 30%. Oui. Mais sauf que l'Institut national de statistique nous apprend que de 2014 à 2021, on passe de 37,5% à 38,6%. Ça veut dire qu'au lieu de downgrade la pauvreté au Cameroun, la pauvreté a upgrade. Ça veut dire que voilà les sujets qu'on devrait questionner. Pourquoi la pauvreté continue d'augmenter alors que chaque jour on nous sort les boussoles, DSE, SND 30, documents de réduction de la pauvreté, et malgré ces boussoles, au lieu que les problèmes soient résolus, les problèmes ils augmentent. Et quand je me suis posé cette question, j'ai compris une seule chose. Et ce que j'ai compris se rapproche de la citation de Karl Marx qui a l'habitude de dire que la folie c'est de penser que les mêmes causes vont produire des effets contraires. Donc la folie pour les Camerounais, c'est de penser que ceux qui sont à la tête de notre pays depuis 1982, qui n'ont pas produit les résultats ou qui ont produit les résultats médiocres, vont subitement produire les bons résultats en 2025 ou en 2035. Donc une manière de dire pour moi ou d'interpeller les Camerounais aujourd'hui de prendre leurs responsabilités en 2025 parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets, que vous soyez à Washington ou à Yaoundé. Donc si on veut sortir ou lutter contre la pauvreté, je pense qu'en 2025, il faudrait qu'on ait le courage de changer les hommes qui se retrouvent à la tête de nos institutions. Merci Paul Stéphane Manunga, vous êtes sur Ouro Africa, c'est la minute dédiée à nos panélistes. Simon Messengue, même exercice, c'est à vous. Je voudrais dire qu'il y a une sagesse qui dit celui qui détruit ce qu'il a participé à construire est méchant. Moi, je voudrais m'adresser aux lions indomptables qui vont affronter, je crois... Vous aussi? Oui, moi je m'adresse aux lions indomptables. C'est notre patrimoine commun. Et donc, ce n'est pas le patrimoine, je dis bien, c'est la propriété exclusive de notre pays, le Cameroun. Je m'adresse à eux, ils nous ont toujours fait rêver, ils nous font rêver. Je me souviens même en 2017, alors que personne ne croyaient à leur exploit, ils ont montré que impossible n'est pas camerounais. Le président de la République, pendant 40 ans, a bâti le sport, a bâti le football et nous nous sommes érigés en roi d'Afrique pendant 40 ans. Et je le dis comme Jésus a dit à quelqu'un, malheur par qui le Fils de Dieu doit être livré, vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. Oui. Malheur par qui la déchéance ou la déchéance de nos lions indomptables, de notre emblème national doit venir, parce qu'il vaudrait mieux que celui-là ne soit pas né. Parce que j'ai l'impression que les gens s'amusent beaucoup avec les emblèmes nationaux, oui, au profit des noms.
Non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai lu l'édito l'éditorial de l'Action la semaine dernière. C'était titré « Ça suffit ». Oui. Ça suffit vraiment. Ça suffit qu'on laisse nos lions indomptables tranquilles. Ils sont enchaînés, ils sont enfermés. Qu'on les laisse tranquilles. Ils sont pris en otage. Ceux à qui ce message doit être destiné est passé. Merci Simon Messengue. Bawa Bouba, même exercice. Non, écoutez, je voudrais dire à nos téléspectateurs que contrairement à ce que les Africains ont eu l'habitude de leur faire comprendre, qu'il existe dans un pays deux grands acteurs de la gouvernance. Il y a un, le parti politique qui est au pouvoir, qu'on appelle le régime politique gouvernant. Il y a deux, le modèle économique de gouvernance. Et si les gens se focalisent plus sur le régime politique gouvernant, oubliant le modèle économique gouvernant, ça devient un faux problème. Ça devient un faux combat. Nous disons toujours, l'acteur le plus important dans un pays, c'est le modèle économique de gouvernance. Et ce n'est pas un chef d'État qui détermine son modèle économique de gouvernance. C'est un rapport de force géopolitique qui construit un modèle économique de gouvernance. Et donc, le combat d'alternance, c'est le combat contre un régime politique gouvernant. Mais le vrai combat contre le modèle économique de gouvernance, la mentalité du peuple, ne s'appelle plus l'alternance, mais plutôt l'alternative démocratique au pouvoir. Merci Bawa Bouba. Je vous ai octroyé ce qui était convenu. Je vais donc maintenant sortir de ce qui n'était qu'un biscuit pour aller à l'essentiel. L'essentiel qui vous interpelle ce soir, mesdames, messieurs, qui vous nous regardez de par le monde, justement, c'est la situation en Afrique du Sud. On va entrevoir et interpeller une vision politique chère à Simon Messengue. L'ANC, parti historique, parti de Nelson Mandela, parti qui a vaincu l'apartheid, aujourd'hui semble en difficulté et n'a plus la majorité que beaucoup lui considèrent les yeux fermés. Qu'est-ce qui peut expliquer un changement de force pareil au pays de Nelson Mandela? L'ANC a eu une majorité relative aux élections locales, aux législatives municipales, en Afrique du Sud. Évidemment, il devra composer avec d'autres forces pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Ça c'est clair. Donc, cela montre évidemment que l'ANC s'est affaissé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier cela. D'abord, son émiettement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est quoi? C'est que des partis comme celui de Zuma, comme celui de Malema, sont un peu des excroissances de l'ancienne ANC. Donc si vous mettez même leurs différents scores ensemble, vous verrez très bien qu'ils sont dans la majorité absolue. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Il faut questionner les orientations qui ont été prises par l'ANC après le départ de Nelson Mandela du pouvoir. C'est vrai que Nelson Mandela faisait un peu l'unanimité et peut-être le combat au moment où Mandela arrive, c'est de se rendre compte que c'était plus de se rendre compte que l'apartheid est terminé. Maintenant, est-ce que c'est encore le même combat? Non, le combat est peut-être plus ailleurs. Le combat reste peut-être de raffermir cette égalité raciale qui n'est pas toujours cela et on peut comprendre pourquoi est-ce que l'ANC s'est émietté. Moi, je pense que c'est aussi une leçon. Vous savez, en politique, l'échec peut être une bonne chose pour la suite. L'échec peut permettre de construire les meilleures victoires par la suite. C'est-à-dire, vous vous souvenez qu'ici au Cameroun, en 92, autant pour moi, en mars 92, le RDPC était presque dans la même situation, peut-être avec un score peut-être plus élevé, mais on était à 88 députés contre 180, donc il fallait composer avec une certaine opposition pour avoir la majorité et pouvoir former un gouvernement. Donc, évidemment, ce qu'on peut souhaiter à l'ANC aujourd'hui, c'est de faire son introspection et de se rendre compte objectivement que
objectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Sinon, cet émiettement peut continuer et l'ANC peut disparaître, ce qui ne serait pas bien parce que c'est un parti historique en Afrique du Sud. Au-delà même de l'Afrique du Sud, l'ANC est le symbole un peu du combat de la race noire en Afrique. Oui. C'est un peu ce parti qui a plus porté ce combat-là parce que les inégalités raciales étaient plus accrues de ce côté-là. Il faut aussi noter que aujourd'hui, quand même, on peut reprocher à ce parti beaucoup de choses, notamment le fait même qu'il n'y ait pas eu de réforme agraire, que 85% de la population noire soit un peu dans une phase, la plupart du temps, dans la paupérisation. Mais tout cela, il revient à l'ANC justement de faire ce point-là. S'ils veulent remonter la pente, donc ça ne peut pas être quelque chose de fatal, c'est déjà difficile. Je sais que les couloirs politiques, ils vont certainement composer avec une ou deux formations politiques, mais déjà la suite, c'est justement le destin de l'ANC par la suite. C'est-à-dire qu'il faudra objectivement et en toute froideur analyser les raisons, les causes du faux pas, parce que c'est un vrai faux pas. Merci Simon Messengue. Bawabouba, l'ANC, l'époque semble révolue, où justement l'ANC coiffait toutes les formations politiques sur le poteau en Afrique du Sud. L'époque de l'hégémonie liée à Nelson Mandela semble révolue. Finalement, est-ce que les élèves n'auront pas été à la hauteur du maître? Écoutez, j'aurais une autre lecture idéologique. Allez-y. Vous saviez, le système de domination des Noirs par les Blancs, institutionnalisé par les lois, par les politiques et des pratiques, a impacté très négativement la politique gouvernementale ou bien la gouvernance sud-africaine pendant la guerre froide. Le 11 novembre 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin, qui a consacré la victoire du capitalisme sur le socialisme. Et ça a donné une unipolarisation au monde. Cette unipolarité a imposé un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial a des orientations, des manifestations. Et ces manifestations ont été enseignées aux Africains par le président français François Mitterrand à la conférence de Bonn, c'est-à-dire le multipartisme et la démocratie d'alternance. Et cette orientation-là a imposé un soft power au lieu de hard power appliqué pendant le temps d'apartheid. C'est donc ces manifestations-là qui ont conduit l'apartheid à concéder le pouvoir en 1994 à deux acteurs en Afrique du Sud. Deux acteurs. Le premier acteur est un acteur principal. C'est cet acteur-là qui détermine la quantité de la richesse qui doit être produite par un pays. C'est cet acteur-là qui détermine le revenu moyen par habitant. C'est cet acteur-là qui détermine même le salaire de fonctionnaire. Cet acteur-là s'appelle le modèle économique de gouvernance et qui s'appellera en Afrique du Sud le néolibéralisme. Donc le nouvel ordre mondial, à travers le soft power, a imposé le néolibéralisme à l'Afrique du Sud. Le deuxième acteur à qui l'apartheid a concédé le pouvoir, c'est le régime politique gouvernant, l'ANC de Nelson Mandela. Mais les Africains n'ont pas compris cela. Ils ont jubilé. Ils étaient dans l'euphorie de la victoire. La victoire de Nelson Mandela sur la partie. Oui, c'est ça qu'ils ont jubilé. Croyant que désormais le pouvoir serait revenu aux Noirs.
et que l'homme noir serait mis au centre des préoccupations des politiques de gouvernance, comme fut l'homme blanc au temps d'apartheid. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'acteur principal, c'était le néolibéralisme. Et le néolibéralisme fait à ce que une minorité de gens s'enrichissent pendant que la majorité se prolétarise, se paupérise. Et c'est ce qui a été dicté par l'acteur principal, à savoir le néolibéralisme. 30 ans donc après, puisqu'il y a eu 6 mandats successifs de 5 ans accordés à l'ANS, 30 ans À l'ANC. à l'ANC. Nous sommes en 2024, il y a donc un bilan. Quand on fait le bilan, on se rend compte que le peuple a été déçu, mais il a sanctionné au minimum en lui accordant 41% de Une voix. majorité relative. 41% de voix. C'est pour lui dire que tu as encore un sursis et nous comptons encore lors du prochain mandat pour que tu puisses remettre l'homme sud-africain au centre des préoccupations de la politique. Merci. Non, je n'ai pas fini. Oui, Au vous centre avez de la ajouté. politique. Oui. Vous voyez? Alors, c'est ça donc qui nous intéresse. Nous interpellons donc les gens. L'énergie que les Sud-Africains ont mis dans cette élection, l'importance qu'ils ont accordée à ce mandat, prouve que les Africains continuent à compter sur les régimes politiques gouvernants au détriment de modèles de gouvernance. Cela veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Dans un pays, le plus important, ce n'est pas le régime politique gouvernant. Le plus important, c'est votre modèle économique de gouvernance. Quel est votre modèle économique de gouvernance? Est-ce que ce modèle permet votre relèvement de niveau de vie? Les Africains ne se questionnent pas sur le modèle économique de gouvernance. Et ça, sachez-le bien, c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe en Éthiopie. Nous avons l'espoir reposé sur les hommes qui sont au pouvoir et non le modèle économique que nous aurons construit nous-mêmes. Merci. Merci, Et monsieur. quand je parle ainsi, mes étudiants me comprennent. Vous ne vous adressez pas qu'à vos étudiants, cher monsieur Bawa Bouba. On est là pour construire l'Afrique à partir d'un schéma panafricain. Jean-Moïse Mbok. Alors, l'ANC, parti historique, parti dominant, parti souverain. Mais est-ce que l'ANC aujourd'hui a bien y regarder, ne s'est pas assez embourgeoisé? Est-ce que l'ANC originelle pourrait se reconnaître en ses leaders? On sait que Jacob Zuma a été plus ou moins écarté du parti. Julius Malema, autre espoir montant de l'ANC, du fait de positions parfois rigides, a aussi claqué la porte. On sait que le président Ramaphosa aujourd'hui peine lui-même à convaincre en interne. Est-ce que ce n'est pas cette posture des leaders embourgeoisés de l'ANC qui pose problème aujourd'hui? Alors, il faut dire que l'apartheid, c'est quand même un système qui avait été mis sur pied par les Afrikaners, je crois bien, pour pouvoir contrôler, dominer, gérer l'Afrique du Sud. Et c'était vraiment une politique, c'était une organisation, c'était une structure. Tout était fait pour que les richesses, le pouvoir, les décisions du fonctionnement du pays soient contrôlées par eux. À partir de ce moment, c'est une structure qu'on met en place qui n'a pas un problème de nombre de personnes. C'est pour ça que 85-15, ça ne dérange pas. Oui. Parce que la structure est mise sur pied pour pouvoir conserver les leviers. Quand on dit 85-15, ceux qui nous regardent doivent comprendre que c'est 15% de la population qui contrôle tout le pays. Qui contrôle le Ils pays. sont blancs. C'est des blancs, en Oui. fait, avec quelques noirs qu'on a saupoudrés comme ça, mais vraiment, c'est des blancs. C'est ça que C'est j'appelle des le blancs. C'est néolibéralisme. des blancs qui ont mis sur pied un système, je crois, depuis 1948. C'est un système qui a pris le temps de s'enraciner, de se structurer, de s'élaborer. Et quand en 91, on siffle pour des questions politiques internationales dans les relations avec le monde, ils acceptent l'abolition de l'apartheid. On n'a pas aboli le fonctionnement de l'apartheid en interne, en Afrique du Sud. Oui. Donc, on a donné une coquille vide à l'ANC. Et moi, ce qui On a m'embête... trompé Nelson On a Mandela. trompé, pas seulement Nelson Mandela, c'est quand même tout un groupe de personnes qui constituaient l'ANC.
L'ANC, c'était la résistance, c'était le refus de l'hégémonie blanche. À ce niveau de Jean-Moïse, soyons au rendez-vous de l'histoire. On a trompé Nelson Mandela, ou alors Nelson Mandela s'est laissé tromper. Je crois que le système ANC s'est laissé tromper par les discours qui consistaient à dire d'accord, on voulait le pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas juste un poste, ce n'est pas juste une fonction comme le chef de l'État. Le pouvoir, c'est des leviers, notamment économiques et financiers. Quand vous tenez ces leviers, là vous avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est la décision. On parlait de réforme agraire tout à l'heure. Le pouvoir, c'est avoir une certaine décision sur les différentes richesses que constitue un pays. Ça, l'ANC n'avait pas ce pouvoir, n'a jamais eu ce pouvoir. Donc, les Africains se sont arrangés à personnaliser leurs richesses de manière à ce que ce ne soit pas une richesse du pays, mais des richesses individuelles, des richesses de famille, de manière à ce que quand l'ANC arrive, moi je leur reproche de s'être versé dans la danse, dans la célébration, dans la fête, sans prendre en compte les réalités qui les rattrapent aujourd'hui. Parce que ce que le noir en Afrique du Sud a toujours revendiqué, c'était un emploi décent, un salaire décent, accès au logement, aux soins de santé, accès, en fait, entrer et participer au développement de l'Afrique du Sud. Parce que c'est bizarre, mais en Afrique aujourd'hui, quand on parle de ghetto, l'Afrique du Sud compte les plus grands ghettos. Oui. Dans toute l'Afrique, je ne parle même pas du monde. Dans toute l'Afrique, on a les deux extrêmes. Des super grands buildings, un développement excellent d'un côté. Première puissance africaine. Voilà. Bon, le Nigeria est en train de les bousculer. Le Nigeria les bouscule. Ils jouent à la chaise musicale, les deux. Donc, juste pour dire que pendant toutes ces années, on a parlé de 30 ans. Nelson Mandela, d'aucuns parlent de deal pour qu'il sorte de prison, pour qu'il soit la figure de ce changement-là. Moi, je dis qu'ils se sont laissés embrouiller par l'euphorie de maintenant vous avez le pouvoir, mais ils n'ont pas pensé au système qui a été mis en place pour pouvoir effectivement prendre le pouvoir. Parce que l'économie est restée entre les mains des Blancs. Jusqu'aujourd'hui, toute l'économie sud-africaine est toujours entre les mains des Blancs. Aujourd'hui, les relations internationales même, c'est les Blancs qui décident comment ça se passe. Aujourd'hui, quand vous parlez même de la politique de développement, c'est encore les Blancs. Donc, en fait, c'est eux qui contrôlent tout, qui gèrent tout. L'ANC n'a donc pas compris que ces populations ne voulaient pas un représentant fictif. Ils voulaient un représentant qui peut avoir une incidence dans leur quotidien. Oui. Et vous voyez, et tout à l'heure vous l'avez dit, les militants, le vote sanction, c'était pour dire attention, l'embourgeoisement de la classe politique, les frasques, les détournements et tous les scandales qu'on a connus. Et puis, Malema ne pouvait que être extrémiste. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez des aînés qui ne sont pas en train de défendre les intérêts il avait ça dans le populisme, c'est vrai, mais c'était une façon de se mettre le ras-le-bol. Vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir, mais quand on vient au niveau de l'indice de pauvreté, les Noirs sont toujours tout aussi pauvres qu'ils étaient avant. Comme il y a 40 ans. Comme il y a 40 ans. Alors on se dit, mais quel est le problème? On regarde au niveau même de l'accès aux hautes fonctions ou à certaines formations, on voit que les Noirs peinent encore à pouvoir avoir accès à certaines grandes écoles en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il faut qu'une famille soit de la classe moyenne pour pouvoir avoir accès à un cadre de formation comme les NAM chez nous ici. Oui. Donc, les problèmes des Sud-Africains noirs sont restés entiers, sont restés intacts. La pauvreté continue de battre son plein. Aujourd'hui, le message est passé à l'ANC pour leur dire ne gérez pas le pouvoir comme votre épicerie, ne gérez pas le pouvoir sans chercher à tenir les leviers qui vont permettre un développement de la communauté noire. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez aller dans le mur. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le parti de Zuma, que ce soit le parti de Malema, ce n'est pas ça qui va être la solution. La division, la fragmentation n'a jamais été une solution. La solution, c'est véritablement prendre conscience des enjeux économiques, monétaires et de développement et de pouvoir être acteur, être décideur sur ces questions-là et maintenant pouvoir associer le maximum de populations qui sont formées dans ce secteur pour pouvoir ressortir une frange de la population noire qui continue de souffrir aujourd'hui. Donc je dis simplement pour sortir que les Afrikaners, en mettant sur pied l'apartheid, ont pensé un projet
qui pouvaient même leur survivre aux pères fondateurs. Et c'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, où la communauté blanche peut continuer de fonctionner. Je vous prends une anecdote. Pour chuter. Pistorius, Oui. Pistorius, Oscar. qui a assassiné sa fiancée. Oui. S'il était noir, ce n'est pas de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Seulement cette année vous montre combien le blanc reste puissant en Afrique du Sud, mais il faut que l'ANC intègre le principe de rentrer dans le fonctionnement fondamental du pays. S'il reste en surface, on va avoir les mêmes problèmes. Merci Jean-Moïse Mbok. Paul-Stéphane Manunga, on a l'impression que les partis historiques, au-delà des concepts idéologiques qui ont porté et fait leur succès, peinent à s'intégrer au monde nouveau, à la mondialisation, au nouvel ordre mondial. On va prendre le cas de l'UPC au Cameroun. Aujourd'hui, on parle de l'ANC. On a l'impression, justement, que on a comme un déphasage. Aujourd'hui, on reproche à l'ANC de s'être embourgeoisé. Le président Jacob Zuma, il y a quelque temps, défrayait la une du fait de ses nombreuses conquêtes féminines. C'est qu'on ne lui reproche pas, bien évidemment, en tant qu'Africain, mais on a l'impression qu'il semble s'être oublié dans l'euphorie du pouvoir pour se consacrer au lucre. Alors qu'à la base, l'ANC est un parti contestataire, que dis-je, révolutionnaire. Oui, ça m'a un peu amusé parce que moi-même en faisant une comparaison, je me suis rendu compte que l'UPC qu'on a aujourd'hui au Cameroun ressemble à l'ANC qu'on a aujourd'hui en Afrique du Sud. Parce que quand vous faites une analyse en réalité, si on prend par exemple le cas de l'UPC, les leaders qui voulaient maintenir la même idéologie une fois arrivés au pouvoir ont été tous assassinés. Parce qu'on s'est rendu compte que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont appliquer ce qu'ils disent. Or, en Afrique du Sud, on a pu dompter des gens et on a décidé de faire du noir l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire on met le noir président de la République. Ça devient... C'est la question, est-ce que Nelson Mandela, figure emblématique, s'il en est une sur le continent africain, aurait été trompé par ces Africains qui ont semblé lâcher du lest sous les pressions internationales? Est-ce que Nelson Mandela, lorsqu'on interroge l'histoire, a été trompé? Quand on fait une analyse méthodique et séquencée, on a l'impression qu'il a été trompé. Parce que, en réalité, les Noirs n'ont aucun pouvoir en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les Blancs qui continuent de gérer l'Afrique du Sud. Ce sont les Blancs qui continuent de tout faire en Afrique du Sud. Donc j'ai envie de dire qu'en réalité, c'est un pouvoir cosmétique. Et ce pouvoir cosmétique pose donc un problème de fond, un problème de gouvernance. Vous savez, la gouvernance, j'aime la définir de façon triviale comme la gestion équitable et responsable des ressources disponibles dans un pays. Oui. Ressources matérielles, ressources naturelles et j'en passe. La répartition doit être responsable et équitable. Quand vous analysez dans l'Afrique du Sud, vous vous rendez compte que la répartition est irresponsable et inéquitable. Elle appartient à une minorité. Pourtant, c'est l'ANC qui est au pouvoir. Effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé du cosmétique. Elle appartient à une minorité, la race blanche, pendant que les Noirs continuent de vivre une forme d'apartheid sous silence. Oui. Et j'ai envie de dire, s'il fallait reprendre le feu Charles Ateba Aîné, en Afrique du Sud, je parlerais du paradoxe de la race organisatrice. Parce qu'on a l'impression qu'elle est au pouvoir, mais en même temps, c'est cette race qui est la plus pauvre et la plus paupérisée. Donc, l'élection est simplement l'expression d'un mécontentement. C'est ce qu'on appelle généralement en sociologie électorale un vote sanction. Et on pourrait même faire un parallèle aussi un peu avec le RDPC. Mais sauf que on ne comprend pas les Camerounais. Plus vous souffrez au Cameroun, plus vous votez le RDPC. C'est quand même ça le paradoxe et la différence. Ou alors, plus vous souffrez, moins vous votez. Non. Au Cameroun, moi j'ai remarqué que plus tu n'as pas d'eau potable, plus tu n'as pas de lumière, plus tu chômes, que tu es prêt à aller voter le RDPC. C'est quand même la différence. C'est quand même la différence entre l'Afrique du Sud ou alors les Sud-Africains noirs et les Camerounais. C'est que quand eux ils souffrent, on voit ça dans les urnes. Oui. Or, chez nous, quand on souffre, c'est même là qu'on peut encore voter. Donc voilà un peu le paradoxe qu'il faut faire ressortir entre nos frères d'Afrique du Sud et les Camerounais. Merci Paul-Stéphane Manunga. Je vois Simon Messengue. Je vous donne 30 secondes Simon Messengue. Je vous vois. Oui, moi je voudrais dire que
Nelson Mandela n'a pas été trompé. Nelson Mandela n'a juste pas eu le temps. Il a fait 4 ans. Il a refusé un mandat et on lui a dit de revenir, il a dit je ne viens plus. Justement, c'est 5 ans. Justement, c'était ça l'erreur. Et c'est l'erreur que nous disons toujours à certains hommes politiques qui accèdent au pouvoir. Ils croient que c'est parce qu'on ne dure pas au pouvoir qu'on est bien. Bien, oui, bien pour soi. Mais pas bien pour le peuple. Parce que justement, si Mandela avait fait 20 ans au pouvoir, il aurait justement désorganisé, parce que lui, il aurait désorganisé l'ancien système pour y mettre progressivement le système. Et souvenez-vous que Mandela avait un aura international. Vous savez très bien que c'est Mandela qui permet à ce que la Libye s'ouvre à nouveau au monde. Parce que Mandela est allé en Libye alors que la Libye était sous embargo, il est allé en voiture. Fervent défenseur de la cause palestinienne. Et donc, il avait donc les coudées franches pour pouvoir désorganiser cela. Malheureusement, il a fait 5 ans. Et on voit aujourd'hui, son parti en paye le prix. Il faut dire ici que la sociologie électorale veut d'abord dire que quand on entend la démocratie, c'est peut-être c'est la moins pire des systèmes de choix des dirigeants. Parce que on est tous responsables. Et on est responsable. Dire que les gens votent au Cameroun quand ils souffrent, ainsi de suite, ainsi de suite. La souffrance est relative. Mais on peut le constater. Moins en moins de travail, moins en moins d'électricité, monsieur, mais il y a toujours le même score. Non, vraiment, c'est pour ça que je dis que la souffrance est relative. Monsieur Stéphane Barga, hier, il n'y avait pas de médias privés. Voilà un homme d'un média privé qui a une voiture dehors. Vous dites que vous souffrez. Regardez le monde et dites aux gens que vous souffrez alors que vous avez une voiture chez vous. Mais alors, comment et non. Pourquoi l'exemple aussi est-ce normal qu'un homme de médias de mon niveau marche à pied? C'est donc normal. Alors, et pourquoi c'est normal? Et pourquoi est-ce qu'on veut dire que vous souffrez? Mais est-ce que mon exemple devrait être... Non, attends. Vous savez, pour convaincre les gens, il ne faut pas être aérien. On vient de parler de ça ici. Il faut être terre à terre. Donc quand quelqu'un vous dit on vote de RDPC parce que les gens souffrent davantage, c'est là où vous demandez que c'est nous qui vous avons dit qu'on souffre. Et dites que vous souffrez. Dites que moi je souffre. Et donc je ne voterai pas le RDPC. Mais je vous dis que on se rend compte que là nous sommes là, on vit de mieux en mieux. Et donc on peut encourager celui-là qui est là. Vous dites que non, les gens souffrent. Dites que moi je dis je ne souffre pas. Et comme si je souffre, tout le monde a des problèmes. Mais est-ce que ces problèmes-là, il faut aussi être honnête envers soi-même. Et comme l'honnêteté veut que je ne reconnaisse pas que tous mes problèmes viennent de l'autre. Mais que mes problèmes viennent d'abord de moi pour que je puisse mieux les résoudre. Et donc, maintenant, le système en place, est-ce qu'il peut m'aider à les résoudre? Et là, on entre dans un deal. C'est ça dont c'est la question. Donc, je voudrais dire aux autres, et m'excuser auprès de l'opinion camerounaise, pour dire que les Camerounais sont matures. Ils savent qui ils votent. Ils ne sont pas ce qu'on veut leur prêter ici sur le plateau. Merci, Simon Messengué. Jean-Marie, une minute, on sort de la réflexion. Il faut questionner les raisons pour lesquelles Nelson Mandela a refusé de se représenter. Parce qu'il expliquait qu'il n'avait pas la capacité, il a utilisé capacité, mais en fait, il n'avait pas les leviers, il n'avait pas les coudées franches pour pouvoir faire le travail. La prison aussi a fait son effet. Non, la prison n'était même pas ça. Non, il n'avait aucune capacité de décider sur le fonctionnement du pays. Il n'avait aucune capacité. Une anecdote nous dit que même sa sécurité personnelle, il ne la choisissait pas. C'est-à-dire que pour vous dire qu'il était, on a seulement déplacé de prison. Mais comme c'était un monsieur élégant, qui n'a pas voulu créer plus de problèmes que ça, il ne s'est pas représenté. Et il laisse la main aux autres. C'était une façon de dire, parce que dans les différents congrès, on lui faisait un procès de ne pas faire bouger les lignes. Et chaque fois, il essayait de faire comprendre de manière très élégante à ses partisans que je n'ai pas de coudées franches. Et là, il démissionne en le disant clairement. Et aujourd'hui, je vais simplement dire que la révolution en Afrique du Sud, c'est une révolution des lois, des textes. Ce n'est pas une révolution politique et sociétale. C'est qu'il faut revoir les textes dans le fonctionnement du pays. Si ça, ce n'est pas revu, si l'ANC qui a la majorité relate
relative aujourd'hui Oui. ne travaille pas fondamentalement sur les textes, vous allez vous rendre compte que les normes sont cousues par les Blancs pour être éligibles à un marché public. Il y a des normes que beaucoup de Noirs ne remplissent pas. On fait un peu à la camerounaise. Un étudiant va demander l'emploi, il demande 5 ans d'expérience. C'est un peu ce qui se fait en Afrique du Sud pour pouvoir accéder à certains marchés, à certains contrats, à certaines fonctions. On vous demande des conditions qu'un Noir difficilement va remplir. Donc pour sortir de ce marasme-là en Afrique du Sud, il faudra que l'ANC se penche sur les lois, sur les textes de loi et sur le modèle opérandi de leur nation pour que les Noirs puissent avoir des failles et rentrer dans le fonctionnement de l'État. Merci Jean-Moïse Mbok. Prenons quelques réactions qui nous parviennent de par le monde. Prenons celle-ci. Elle nous vient en langue de Shakespeare. Stéphane Barga, I might be on Info TV tomorrow. I'm happy that you touch on the elections in South Africa, a country of which I'm permanent resident. The ANC lost the elections for no longer being suitable to the political situation in South Africa, while apartheid justified the ANC. The party has not been able to convert itself. Youth do not care about the past, they want economy. This sends a warning to CPDM in Cameroon. Lyon Amala Brooks, thank you sir for your contribution. Bonsoir cher aîné. Le rapprochement que fait M. Bouba parlant de l'ANC au Cameroun est fondé. Le combat sur le système politique est mauvais. C'est le modèle économique qu'il faut réformer. M. Dieudonné Essomba le dit tous les jours. Merci à vous, cher M. Enama, pour la contribution. Prenons-en une autre qui nous parvient à l'instant. Bonsoir messieurs. Vos commentaires sont très simplistes et je préfère ne pas... il y a une classe moyenne importante dans ce pays. L'ANC perd son incapacité à continuer à tenir le rang économique du pays. Docteur Mangele Francis Agnala depuis Douala. Merci à vous, cher docteur. Il n'y a point de racisme sur ce plateau. Nous sommes sur une logique panafricaine sur Ouro Africa. Ouro Africa, c'est la protection, l'émergence, le développement de l'Afrique par le combat entre les races. Donc il n'y a pas de racisme qui pourrait être distillé sur ce plateau. Une fois que je l'ai dit, je prends une légère transition et nous revenons tout de suite après pour évoquer la problématique liée au coup d'État en Afrique qui serait peut-être la conséquence d'une démocratie faillie. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, nous épiloguons à présent sur la problématique inhérente au coup d'État sur le continent africain. Est-ce que cela serait dû à un échec de démocratie? Alors je vais commencer par le politologue spécialiste justement de ces questions sur le plateau, Paul Stéphane Menunga. Paul Stéphane, on constate qu'il y a une succession de coups d'État sur le continent, pas seulement même de chez nous au Cameroun. On voit très bien que le modèle d'accession au pouvoir n'est plus uniquement celui lié à la ferveur du scrutin, justement au tamis du peuple par les urnes. On constate qu'il y a des prises de pouvoir qui ne sont pas catholiques, permettez-moi l'expression. Est-ce que à ce niveau, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'on assiste là à un recul, que dis-je, un échec des procédures démocratiques? Je préfère parler d'échec des procédures démocratiques au lieu de parler du recul. Parce qu'il n'y a même jamais eu démocratie en Afrique depuis 1990, avec le retour du multipartisme. Parce qu'on parle généralement du retour du multipartisme et non du retour de la démocratie.
l'Occident a plutôt détruit la démocratie qui existait en Afrique. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, la démocratie ne se limite pas à une élection ou à un changement d'homme à la tête d'un État. La démocratie, c'est simplement un système sociopolitique qui est basé sur le respect inconditionnel des droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme ici, c'est le droit à la santé, par exemple, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit de manger 3 fois par jour. Ça sont les droits inconditionnels. C'est le droit à la vie, c'est le droit à la liberté d'expression. Vous voyez que l'élection n'est qu'une consécration de la démocratie, ou alors le cube magie dans la sauce. L'élection ne fonde pas ou n'est pas le pilier d'une démocratie. Mais sauf que ceux qui nous ont imposé le multipartisme nous font croire qu'un pays est démocratique quand il organise une élection Libre et que son leader est remplacé par le biais de cette élection. Oui. Ce n'est pas ça la démocratie. On est passé totalement à côté de la On a démocratie. l'impression qu'ailleurs, c'est le modèle qui est vendu et qui produit des résultats. Vous avez bien dit l'impression. Il vous présente l'alternance, mais il y a un travail de fond qui est fait en amont. Et l'élection devient donc la conséquence du travail de fond qui est fait en amont. Parce que j'ai envie de vous dire, et là je suis d'accord avec le professeur Titi Noël, c'est vrai, là il parle de corruption, et il conclut en disant ceci: changez les hommes au Cameroun, maintenez le même système, on aura les mêmes problèmes de corruption. Changez les hommes en Afrique, maintenez le même système économique. Vous aurez les mêmes problèmes de gouvernance au Cameroun. Donc vous comprenez donc qu'en réalité, les coups d'État qu'on rencontre au Cameroun sont consubstantiels. Pas au Cameroun, en Afrique. Autant pour moi, lapsus. En Afrique, sont consubstantiels à 2 choses. Première chose, le modèle socio-économique ou même politico-économique, je préfère utiliser le terme politico-économique qui nous a été imposé. Et à côté de ça, la gourmandise de nos dirigeants, la longévité, parce que je peux utiliser 2 figures pour illustrer ce que je dis. Oui. La première figure, c'est un pays qui est prospère, la Libye. Mais sauf qu'à un moment donné, la longévité dérange et on instrumentalise cette longévité pour faire penser aux gens qu'en réalité, ce monsieur qui a déjà mis du temps au pouvoir devrait partir. Et c'est pour ça que même en Égypte, on tuait le roi quand il était assez vieux ou quand il avait duré au pouvoir. Deuxième élément, on a des longévités improductives. Et c'est dans ces pays qu'on retrouve généralement des coups d'État. Ça veut dire que quoi? On a un monsieur qui fait 40, 50 ans au pouvoir, mais on se rend compte qu'à la réalité, quand on interroge la plus-value de sa longévité, elle n'apporte rien. C'est lui seul qui empêche le renouvellement de la classe politique, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent être président de la République. Et tant qu'il est président de la République, ce seront ses amis qui seront toujours ministres. Ça fait donc qu'il y a un blocus. Et à la fin, les gens se posent la question que, mais, à la fin, si ce monsieur contrôle les élections et que tout est bloqué, peut-être la seule issue, c'est faire un coup d'État. Donc, pour moi, voilà les 2 éléments qui pourraient justifier la recrudescence des coups d'État en Afrique, sans oublier ou en ajoutant qu'en Afrique, moi je suis de ceux qui pensent que depuis 1990, il n'y a jamais eu de démocratie. Tout ce qu'on nous a servi depuis 1990, c'est la démultiplication des partis. Et le sociologue Max Weber le dit si très bien. Il parle des dictatures libérales. Et quand vous analysez nos régimes et nos systèmes politiques, nous sommes effectivement dans des dictatures libérales. Merci. Des dictatures où des élections sont connues en avance, des dictatures où la liberté d'expression est contrôlée et orientée, des dictatures où en réalité le pouvoir n'appartient pas véritablement au peuple. Merci Paul-Stéphane Menunga. Simon Messengue, dictature contrôlée, éclairée, pays où le pouvoir n'appartient pas au peuple mais qui se teinte d'un vernis de démocratie. Est-ce que ce que le politologue sur le plateau déclare en termes de longévité, en termes de gouvernance, en termes de qualité de la vie, ne sont pas des éléments qui, appuyés à un vernis de démocratie, sont en capacité de produire ce à quoi on assiste depuis quelques mois sur le continent, des coups d'État à n'en plus finir? Il y a 2 mots dans votre thème, ou deux grands groupes de mots. Il y a coup d'État et il y a démocratie. Oui. Le coup d'État, c'est quoi? Les coups d'État, ce sont des prises de pouvoir contre la volonté du peuple. Donc des coups de force.
contre la volonté du peuple. Parfois, on a l'impression que le peuple semble être d'accord. Non, vous avez interrogé le peuple comment? Ou parce que vous partez avec la caméra, vous voyez deux personnes en train de hurler, vous dites que c'est le peuple. Non. Le coup d'État, c'est donc une prise de pouvoir contre la volonté du peuple. Et la démocratie est une prise de pouvoir voulue par le peuple. Oui. Voilà. Et donc, vous posez donc la question de savoir pourquoi les prises de pouvoir par force sont devenues, font florès en Afrique. Est-ce à cause de l'échec du choix du peuple? C'est comme ça que je reformule le sujet. Alors, cela m'amène, à partir de cette reformulation, à dire que le politologue qui est, je le soupçonne d'être très proche d'un parti qui se revendique d'être un parti qui veut faire l'alternance de jeunes par les vieux. La félicité politique du politologue. C'est juste pour le titiller un peu. Donc, je veux dire que, en clair, il y a des raisons historiques. Il y a des raisons historiques. Il y a des pays qui ont une histoire de prise de pouvoir par des coups d'État. On note pratiquement entre 1900 et 2000, pratiquement plus de 312 coups d'État en Afrique. Oui. Donc, et ça, ce n'est pas le fait de l'échec. C'est que quand vous êtes à côté du pouvoir, vous voyez quelqu'un qui est un civil, et vous dites que comme j'ai l'arme là maintenant, je peux faire telle ou telle chose. Ce n'est pas une excuse facile, Simon Messengue. Non. On se rend compte aussi quand même que lorsqu'il y a coup d'État quelque part, c'est que le peuple, plus ou moins, crie un certain ras-le-bol quant à la gouvernance, quant à la gestion, quant à la longévité au pouvoir, et semble favorable à celui qui vient comme un sauveur. Non. Le peuple, on ne peut pas, je ne sais pas comment, quel instrument que les gens ont pour dire que la foule qui jacasse dans la rue, parce que par derrière, il y a des gens qui sont en train, qui ont les armes en train de les effrayer, c'est la volonté du peuple là-bas. Quand vous partez voter, vous sentez une liberté. Vous prenez votre carte de vote, votre carte d'électeur, vous allez vous-même, vous payez votre taxi, vous allez vous-même, vous entrez dans l'urne, vous choisissez celui-là ou ceux-là à qui vous donnez votre destin. Ça, c'est le choix du peuple. Et donc, on ne peut pas, ça c'est un très bon sujet qu'on ne doit pas vraiment, on ne doit pas laisser les sentiments ou l'émotion nous guider. Ces coups d'État naissent de la forme des armées, des systèmes de défense auquel chaque État souscrit. Ça veut dire qu'au Niger, le système est défaillant, en Guinée-Conakry c'est défaillant, au Mali c'est défaillant, bien sûr. Au Burkina c'est défaillant, bien au sûr. Gabon c'est défaillant. Bien sûr. Je vous dis oui. Dans ce système-là, effectivement, les systèmes de sécurité sont défaillants. Et vous n'avez qu'à voir. Je vous rappelle une chose. Le Gabon, en 2 ans, a eu 2 coups d'État. 2. Oui. Le premier, effectivement, a même réussi. Sauf que les puissances étrangères ont dû secouer un peu pour que ces enfants quittent. On va faire attention à ce qu'on dit. Non, si. Il n'a pas réussi. Non. Et je vous dis que le pouvoir a été pris. Sauf qu'il y a eu des pressions internationales pour que ces gens quittent de là. Nous avons tous vécu cela. C'est pas comme si je n'analysais pas, je relate juste les faits. Et donc, quand vous voyez très bien, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre l'armée et le peuple qui choisit dans l'urne. On pouvait encore. Vous évoquez un cas qui peut être justement mis en avant. Sur le cas gabonais, par exemple, est-ce que vous ne pensez pas, de vous à moi, que le peuple gabonais qui aspire peut-être à autre chose en avait un tout petit peu d'art? Je voulais dire une chose, c'est quoi? C'est que vous savez que le coup d'État a eu lieu au lendemain des élections. Oui. Et vous, votre chaîne a bien couvert cette élection. Tout à fait. Où on voyait très bien comment les gens allaient voter. Mais aujourd'hui, vous nous dites que quelqu'un qui a pris les armes et a dit non, on ne peut plus, et lui-même il a pris le pouvoir. Vous dites que non, c'est parce que non. Il faut qu'on soit honnête avec nos pays. Ce sont des jeunes pays. Et si nous voulons que ce pays avance normalement et atteigne une grande maturité, une plus grande maturité, nous devons être honnêtes envers ces pays-là. Il faut le dire. La plupart des pays où les coups d'État font florès,
c'est parce que leur système de défense est défaillant. Ce sont des systèmes de défense qui sont plus orientés vers la défense d'un homme que vers la défense d'une république. Oui. Et on voit très bien que la plupart de ces pays sous-traitent même leur défense. La plupart de ces pays ont des bases militaires. Et donc, les armées passent tout leur temps à faire des coups d'État. Je crois que au Mali, c'est pratiquement 15 coups d'État. Au Niger, la plupart du temps, c'est le cas. Je dis bien donc, vous regardez le passé, vous allez bien vous rendre compte que c'est quelque chose qui se fait permanemment. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces coups d'État ne sont pas l'échec des démocraties, mais sont plutôt, liés à des habitudes des hommes en tri, qui parfois lorgnent le pouvoir plutôt que de rester dans les casernes. Et c'est ce qui se passe généralement. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous allez donc justement vous rendre compte d'une chose. C'est que quand le coup d'État est fait, la plupart par la suite, pour continuer avec le pouvoir, se transforment ou du moins démissionnent de l'armée et prennent le truc civil et continuent. Donc c'est vous dire donc que vous ne pouvez donc pas dans ce schéma dire que effectivement c'est des échecs de démocratie. Non, la démocratie donne le pouvoir au peuple et c'est visible. On vous dit que allez choisir. Si vous n'êtes pas content, il y a dans des pays en Afrique où des coups d'antenne, tout le peuple partout, on vous dit que non, ce n'est pas vous qui avez gagné. Là, si on parlait justement d'insurrection populaire à la fin d'une élection, et si on se rendait compte qu'effectivement, c'est parce que peut-être les résultats ne reflètent pas toujours. Mais dans un cas de figure, on voit des gens qui ont une spécialisation de défendre l'intégrité territoriale, qui se transforment je voudrais dire quoi, en directeur de conscience du peuple pour dire, ok, à ce moment-ci, nous on va prendre le pouvoir et c'est parce que le peuple. Et vous pondent un discours pour dire qu'ils suspendent toutes les institutions et vous disent que non, c'est parce que non. Il faut qu'on soit clair. Merci, en 2024, le problème aujourd'hui de ceux qui prennent donc le pouvoir, les civils et la plupart de ces pays-là doivent faire des réformes profondes de leur système de défense afin que, parce qu'une nation est comme un corps, chacun est spécialisé dans son rôle. L'un ne viendra pas prendre le rôle de l'autre pour dire que c'est parce qu'il y a eu telle chose. Non. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Merci. Monsieur Barrobois, je me tourne vers vous. La question reste la même. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'échec des modèles de gouvernance qui s'expriment par un mal-être populaire, par une longévité au pouvoir, par parfois des gabégies en termes de gestion des maigres ressources sur le continent, avec justement ces militaires qui arrivent là et se mettent en sauveur et estiment avoir la légitimité des peuples justement pour conduire à la destinée. Est-ce qu'il y a un lien? Comment est-ce qu'on fait pour mesurer le taux d'assentiment des populations quand il y a ce nouveau leadership qui essaime le continent désormais? Non, écoutez, déjà, il faut qu'on soit réaliste. Il n'y a jamais de démocratie dans des néocolonies. Ça ne se fait pas. Et depuis que le monde est monde, ça ne s'est jamais passé. Et ça ne se passera jamais. Si oui, il s'agit d'une démocratie néolibérale ou néocoloniale, la vraie démocratie est appliquée par un peuple-nation, un gouvernement d'un État-nation objectif. Si vous n'avez pas un peuple-nation, vous n'avez pas un État-nation objectif, il n'y a pas de démocratie. Donc, ce qu'on nous vend là, c'est la démocratie néocoloniale en Afrique, oui, ou néolibérale. Elle s'exprime pas au Sénégal, mais on voit quand même au Sénégal où le peuple semble plus mature et choisit et sanctionne les dirigeants sans que les militaires n'aient à prendre le pouvoir. Depuis Senghor jusqu'à Bassirou aujourd'hui, on voit des présidents qui sont sanctionnés par le peuple et qui se plient au verdict du peuple. Et quel est l'impact dans le panier de la ménagère? Non, nous ne sommes pas sénégalais pour mesurer, mais on sait quand même qu'il y a des mutations. Non, ça n'a aucun impact dans le panier de la ménagère sénégalaise. C'est pour vous dire que la vraie démocratie développe un pays. C'est ça l'objectif de la vraie démocratie. Si un pays ne se développe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie démocratie. Vous voyez? Et donc, ce que le peuple, sous l'influence des élites universitaires, n'a jamais compris, c'est que ce n'est pas les hommes politiques qui développent un pays.
La malgouvernance n'est pas inhérente à l'action des hommes politiques au pouvoir. C'est faux. Changer les partis politiques tous les jours en Afrique. Vous n'allez jamais mettre fin à la corruption. Vous n'allez jamais mettre fin au sous-développement. Vous voyez? Et les gens ont été dupés et croient que c'est le parti politique qui est au pouvoir qui décide du modèle de gouvernance, du modèle économique du pays. Le modèle économique du pays n'est jamais choisi par un parti politique au pouvoir. Et c'est le modèle économique qui est au-dessus de tous les partis politiques et qui vous dicte vos revenus. L'argent que vous devrez avoir dans votre poche est dicté par le modèle économique. Le nombre de fonctionnaires à recruter est dicté par le modèle économique. Le salaire des fonctionnaires est dicté par le modèle économique. Et ce n'est pas l'homme politique au pouvoir qui choisit son modèle économique. Le modèle économique est une construction d'un rapport de force géopolitique. Oui. Il y a 5 modèles économiques au monde. Le communisme, le socialisme, le néolibéralisme, le néocolonialisme et le libéralisme communautaire. Une fois que vous l'avez dit, il faudrait donc justement que ce modèle économique s'exprime. Au cas où il n'est pas performant, mais ça justifie que les militaires arrivent et prennent le pouvoir. Non, les militaires ne prennent pas le pouvoir parce que le peuple leur a demandé. C'est un rapport de force géopolitique qui impose cela. Oui. Le peuple n'a jamais demandé. Ça veut donc dire que ces personnes qu'on voit souvent lorsqu'il y a un coup d'État qui semble saluer le nouveau sauveur sont des personnes qui sont sous contrainte ou sous influence. Non, le problème c'est que vous les médias, vous n'avez jamais doigté le commanditaire de coup d'État. Et vous faites couver le commanditaire, le vrai commanditaire de coup d'État, et vous faites croire au peuple que ce sont les militaires qui se sont levés seuls. Aucun militaire ne peut prendre le pouvoir à partir de lui-même. Il y a toujours une force géopolitique extérieure. C'est relatif à votre modèle de gouvernance. C'est un modèle de combat des modèles de gouvernance. Quand il y a coup d'État au Niger, au Burkina ou au Mali, les militaires sont allés discrètement demander aux BRICS, nous voulons sortir du néocolonialisme. Pouvons-nous faire le coup d'État et compter sur vous? S'ils disent oui, c'est là où il fait le coup d'État. Sinon, il n'est pas fou pour se laisser dans la gueule de loup. Vous voyez? Donc, quand il y a coup d'État au Gabon, il y a la France-Afrique qui a demandé à un certain moment de faire ce coup d'État. Attention, c'est ce que nous disons, monsieur. C'est ça dont le mal des médias. Non, je préfère qu'on reste. Ils veulent maintenir le peuple. Non, c'est pas une question d'ignorance. En faisant comme s'il y avait. Il faut avoir les jeux internes. On s'appuie pour faire les Africains. Je vous dis, attention à ce qu'on dit, M. Bawa. Quand il faut parler de chefs d'État, de vilipender nos pauvres petits chefs d'État, c'est normal. Ben, ils ne sont pas petits. Non, je dis pauvres chefs d'État parce que ils subissent, ils sont entre l'enclume des multinationales et le marteau du peuple. Quand il faut les vilipender, c'est normal. Mais quand il faut dire la vérité sur les multinationales qui leur imposent la non-productivité, vous voulez qu'on couvre cela. Non, je ne veux pas me taire pour ça. Je vous dis, les coups d'État sont menés par les multinationales qui veulent contrôler l'économie du peuple, le pouvoir économique du peuple. Un coup d'État n'est jamais fait par un homme parce qu'il a l'arme en main. Il ne va pas tenir pendant 10 jours. Et donc, nous disons aux Africains, cessez de voir vos chefs d'État comme ceux qui décident sur votre avenir. C'est votre mentalité, puisque à chaque modèle économique est adossé une mentalité. Si vous voulez changer votre devenir, espérer vivre mieux, appliquez un certain modèle économique. Créez des entreprises qui répondent au modèle économique que vous voulez. Si vous voulez être des socialistes, créez des entreprises socialistes dans votre pays. Faites la promotion des entreprises socialistes. Si vous voulez être des néolibéraux, faites la promotion des entreprises néolibérales. Si vous voulez être des gens qui donnent le pouvoir au peuple, faites la promotion des entreprises à actionnariat populaire. Seul, je dis bien seul, la promotion des entreprises à actionnariat populaire peut permettre le développement de l'Afrique. Merci. Ceux qui ne l'auront pas compris vont perdre le temps à combattre les partis politiques au pouvoir. Vous allez donc déshabiller Saint-Pierre
réhabiller Saint-Paul. Merci. Et cela n'aura aucun impact dans le panier de la ménagère, comme fut le cas au Libéria avec George Weah, qui a organisé une grande élection en grande pompe, a remis le pouvoir démocratiquement à son successeur, mais ça n'a aucun impact dans le panier de la ménagère. Voilà au Sénégal, on vient de prendre le pouvoir. Pour le moment, ça n'a encore aucun impact dans le panier de la ménagère. Ça ne s'agit pas de moi, monsieur Blanc. Ils ne pourront pas, tant que... On va pas être aussi pessimiste. Je vous dis, je vous le répète, tant qu'ils ne mettront pas en place des entreprises actionnaires populaires au Sénégal, ils ne pourront jamais améliorer le revenu des populations. Merci. Bonsoir, messieurs. Les coups d'État en Afrique sont malheureusement l'illustration de l'absence dans la plupart des pays africains de véritables démocraties. Pour preuve, y a-t-il des coups d'État en Europe occidentale? C'est le docteur Mangele Francis qui nous revient à l'instant. Bonsoir Stéphane Barga, mes salutations également à tout le panel et à toute la multitude de téléspectateurs qui suivent Ouro Africa. La prolifération des coups d'État est liée à différents acteurs. Dans certains pays, les coups d'État se sont érigés comme des alternatives que certains ont trouvées pour expérimenter une autre forme d'alternance. Dans la grande majorité des cas de volonté des populations, n'est pas le moteur de ces coups d'État, c'est plutôt la volonté de certains d'avoir accès au partage gabégique du gâteau national. Néanmoins, il faut reconnaître que la majorité des coups d'État les plus récents en Afrique rencontrent l'assentiment des populations qui se sentent de plus en plus lésées par les politiques mises en œuvre dans nos États. Merci à vous, Jean-Marcel Essomba, pour la contribution. Jean-Maurice Mbok, je suis tout de suite lorsque je me tourne vers vous et la question reste la même. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces peuples qui souffrent et qui tout de suite se tournent vers un militaire qui vient promettre monts et merveilles? En fait, un coup d'État ne se justifie pas, mais un coup d'État peut s'expliquer. Et quand on parle de démocratie, je suis d'accord avec le politologue qui dit qu'on a un souci de démocratie en Afrique, tout simplement parce que la démocratie, c'est un concept, mais c'est aussi un esprit. Et qui dit être démocrate, dit s'appuyer sur les institutions et leur faire confiance. Oui. De manière à ce que, peu importe ce qui se passe, on reste concentré sur les institutions qu'on a adoubées. Donc, si j'ai voté un parti et ça ne marche pas, j'attends les prochaines élections. Donc, je fais confiance à la structure électorale et au principe de la démocratie qui veut que celui qu'on a élu, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, on attend. C'est pour ça qu'un mandat a un début et une fin. Les mandats qui n'ont pas de début et de fin, ça c'est compliqué. Alors, en Afrique, on a ce problème de démocratie parce qu'il y a des pays africains aujourd'hui, 60 ans après les indépendances pour la majorité, qui sont en train de sortir de manière informelle de la logique de la bolle. Oui. Et parce qu'ils sortent de manière informelle, la nature a horreur du vide. Ces Africains retombent donc dans leur naturel. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui en termes de coup d'État, c'est simplement les relents naturels du fonctionnement de nos royaumes à l'époque, qui était un rapport de force. On parlait de rapport de force tout à l'heure. Quand un roi menait la population de manière anormale, on allait parfois jusqu'à la confrontation. C'est pour ça qu'être roi à cette époque, il fallait être un Shaka Zulu, il fallait être fort physiquement pour pouvoir affronter son adversaire, dominer en termes de force, mais aussi en termes d'idées. Donc, il y a un pan de l'Afrique qui est en train de rentrer dans son naturel, qui est celui de se soulever et de prendre les devants parce qu'on ne croit plus à la démocratie, ou alors on a estimé qu'elle n'existe pas. C'est ceux-là qui se lèvent pour essayer de rétablir l'ordre qu'ils ont entendu, soit des médias, soit des plaintes des populations, soit des X, soit des Y. Ils s'appuient dessus pour pouvoir essayer d'expliquer leur coup d'État. Mais eux-mêmes savent que ce n'est pas justifiable. Parce que même si ce n'est qu'un label, dans la majorité de nos pays, on est en démocratie. Oui. Et dirige celui qui est élu, pas celui qui prend le pouvoir par la force. On a bien vu en Afrique que les coups d'État ne produisent jamais rien. Je dis bien jamais. Ça n'a jamais rien produit dans un État. On a vu Thomas Sankara, on a vu Mohamed Kadhafi qui sont venus par des coups d'État, mais qui ont quand même changé le destin de leur pays. Mohamed Kadhafi, on va dire qu'il n'a rien produit. Vous prenez un très bel exemple. Kadhafi n'est pas rentré dans la démocratie. Kadhafi n'a jamais été démocrate.
Kadhafi n'était pas dans une logique de démocratie à l'occidentale. Kadhafi avait un fonctionnement du royaume mandingue. Et remarquez que tous ces pays qui font les coups d'État en majorité, c'est des pays qui sortent du royaume mandingue. Le Mali, le Burkina Faso, parce que dans leur esprit, il y a d'abord le volet guerrier qui est naturel en eux. Et il y a le volet prendre les devants pour apporter des solutions à leurs problèmes. Mais le cas Kadhafi était un cas particulier parce que lui, il est resté dans la concertation permanente avec ses populations. Et là, ça revient au problème qu'il faut dénoncer ou décrier ici. La politique, la gouvernance, c'est une chose. La concertation avec les populations, c'est une autre chose. Et c'est peut-être ce qui est reproché aux leaders africains, pas la démocratie, parce qu'on ne s'adapte pas trop à cette démocratie, pas la gouvernance. Parce que, quoi qu'on dise, M. Bawa disait que celui qui gouverne n'a pas le pouvoir. Moi, je dis non. Parce que la démocratie, la gouvernance, Jean-Maurice Mbok, la démocratie est un système. Un peuple à adhérer ou à refuser. Lorsque le président Bongo s'en va et laisse son fils, vous pensez que certains Gabonais sont contents? Non, à ce niveau, tout le monde ne sera jamais content, Stéphane. Ça, il faut qu'on soit clair. On a dit ici qu'il faut qu'on soit vrai. Tout le monde ne sera jamais content. Il y a des gens dans le RDPC qui veulent mieux, ils ne sont pas contents. Il y a des gens dans le RDPC qui n'ont pas grand-chose, ils sont contents. Et il y a des gens dans l'opposition qui ne sont pas contents. Et il y en a qui sont contents. Vous aurez, même dans votre propre famille, il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas content de quelque chose. Ça, c'est propre aux humains. Ce que j'essaie de dire, Stéphane, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on réalise que quand ça ne marche pas, la gouvernance, justement, a le pouvoir de faire marcher les choses. La gouvernance a le pouvoir de créer un système qui lui permet de s'actualiser quant aux défis des populations. C'est quand elle a les manettes du pouvoir et le devoir de souveraineté. Commencer par dialoguer un référendum, prendre l'avis des populations, c'est déjà ça. C'est déjà un pas. On n'a pas besoin d'avoir l'assentiment de la France pour pouvoir consulter ces populations. On n'a pas besoin d'avoir l'assentiment des États-Unis pour consulter les populations. Et moi, c'est une suggestion maintenant que je fais. Parce que, ayant dit que les coups d'État ne se justifient pas, mais peuvent s'expliquer, ayant dit que le fonctionnement en Afrique est soit on a accepté ce qui a été dit à la Bolle bêtement, soit on a accepté de façade, mais on refuse ce qui a été dit. Et aujourd'hui, la seule réalité qui reste, c'est qu'on a des chefs d'État et on a une population. Et on a l'impression qu'il y a un fossé entre ces deux entités. Pourtant qu'ils font vivre une nation. Tout ce que nous suggérons ici, politique, économique, modèle de gouvernance, ainsi de suite, ça peut se résoudre par la concertation en interne. Un des reproches que nous faisons à nos gouvernants, c'est qu'ils ne nous disent pas certaines choses qui nous permettent de nous tenir avec eux. Parce qu'il y a une chose que un bourreau vous tienne en laisse, et une autre que vous n'ayez pas la simplicité et l'amabilité de dire au vôtre que, au secours, je suis en danger, ou alors apportez-moi un soutien plus fort. Si vous ne l'apportez pas, celui qui me tient mal en face va continuer de me tenir. L'attitude de nos gouvernants est une attitude coupable. Ça, je suis d'accord. Elle est coupable parce que on est d'accord. Il n'y a pas de dialogue. Oui, on est d'accord qu'ils sont tenus par des conventions, par des ententes, par des alliances qu'ils ont dû signer pendant un temps. On est d'accord, mais on a vu le président Biya qui a commencé à défaire certaines alliances. Il a certainement consulté son armée. C'est pour ça que ça va être difficile d'avoir un truc comme ça au Cameroun. Non, parce que lui, il s'est dialogué avec son armée. Il s'est dialogué avec sa maison RDPC et les partis alliés. Donc, il a une structure sur laquelle il se tient pour mener sa politique. Ce n'était pas le cas ailleurs. Alors, ce qui fait donc, Stéphane, ce que je suis en train de dire, c'est que pour que les coups d'État en Afrique régressent, il faut que les leaders africains comprennent que la démocratie, ce n'est pas pour nous. Mais si on veut rester en partenariat avec l'Occident, qu'on crée un système, le docteur Essomba parle de la monnaie binaire, qu'on crée un dialogue binaire dans nos pays où les gouvernants peuvent communiquer avec les populations sur des vraies questions de société. Je vous assure, si aujourd'hui le chef de l'État
fait un référendum pour proposer des solutions sur les questions d'électricité, sur les questions d'eau, les Camerounais se sentent tout de suite concernés et vont commencer à poser des actes. Mais si vous restez dans vos bureaux en train de prendre des mesures, en train de prendre des mesures qui ne finissent jamais, on ne sait pas qui est le tailleur, vous prenez les mesures, mais sur le terrain, on ne voit rien, on a l'impression que vous ne faites rien. Donc, un coup d'État ne va jamais s'expliquer. Mais il va toujours pouvoir, il ne va jamais se justifier. Merci. Il va toujours s'expliquer parce qu'on va dire les populations pleurent, les gens crient, les gens régiment. Mais qu'est-ce que les chefs d'État eux-mêmes font pour gérer ce problème-là? Merci. Prenons quelques réactions. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, laissez les intervenants Manunga et Bouba aller jusqu'au bout de la logique. Tout ce qu'ils disent sont vrais, les coups d'État ne sont pas les émanations du peuple, mais l'envie des militaires d'accéder aussi au pouvoir. Merci. Mais qui se présentent comme candidats, est-ce qu'ils ont besoin de... Bonsoir Stéphane. Quand on achète des pagnes à tous les Camerounais à la veille des élections présidentielles, au-delà de l'achat de conscience, on vise le consentement des populations. Merci à vous, cher monsieur Zigli. Simon Messengue, vous voulez absolument réagir. Je vous donne 1 minute avant que Paul-Stéphane Manunga ne prenne la parole. Je voulais dire qu'il faut regarder un peu le spectre des coups d'État aujourd'hui. Il est beaucoup plus délocalisé vers l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez vous rendre compte... L'Afrique centrale n'a pas été épargnée. Non, je dis qu'il est plus délocalisé vers l'Afrique de l'Ouest. Vous allez vous rendre compte que là-bas, il y a le terrorisme qui a pratiquement fragilisé la plupart des États. Oui. Et justement, vous allez donc vous rendre compte que ce terrorisme-là a montré que les systèmes de défense de chacun de ces États avaient de sérieux problèmes. Qui crée le terrorisme? Écoutez, moi je ne vais pas entrer dans les débats philosophiques. Je voudrais que, puisque à Ouro Africa, c'est une communication assez facile avec l'opinion. Et je prends 2 cas de figure pour que vous compreniez ça. Rapidement, vous aviez 1 minute. Vous avez en Afrique centrale une force mixte multinationale à fond africain avec des armées purement africaines. Et vous avez d'un autre côté le G5 Sahel avec des forces multinationales et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous finissez par vous rendre donc compte que les coups d'État qui peuvent arriver de ce côté naissent du fait que, à un moment donné, par exemple, quand vous allez au front, c'est le politique qui théâtralise, donc il vous envoie au front. Vous vous rendez compte que parfois, les intérêts peuvent ne pas être les intérêts de défendre ou quoi que ce soit, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous n'avez pas les coudées franches, parce que vous avez l'impression que peut-être à l'extérieur ou ailleurs, on donne plus de consignes visant à faire telle ou telle chose. Ça peut expliquer cela. Mais quand vous avez votre souveraineté militaire, je rappelle que pour le cas des pays comme le Cameroun, ils ont souscrit à une défense populaire, où le peuple, d'abord, est le premier maillon de défense, le premier système de défense. C'est pour ça qu'on parle souvent d'armée-nation. Et donc, je le dis encore ici, les coups d'État sont effectivement de très mauvaises choses, mais traduisent à suffisance que l'État ne détient pas son levier, parce que le levier sécuritaire est le premier levier. Donc quand vous ne le détenez pas suffisamment, évidemment, vous aurez toujours des failles au niveau du système politique. Donc, je le dis encore, il faut mettre de côté, parce que les coups d'État et la démocratie, c'est le jour et la nuit. Donc ça il ne va pas avoir un lien de jonction là-dessus. Merci. Paul-Stéphane Manunga, vous avez la parole. Oui, je vais simplement dire que je ne partage pas totalement l'analyse du grand frère Bouba. Pour moi, je pense que les chefs d'État ont les moyens de leur politique. Ils choisissent. Pourquoi ils choisissent? Parce que quand on prend même la naissance de l'OUA, il y a les maximalistes qui veulent justement que l'Afrique soit souveraine. Et d'un côté, il y a les minimalistes qui ne veulent pas que l'Afrique soit souveraine. Les maximalistes, ce sont les Nkrumah qui disent que mettons une armée. Parce qu'il a posé la question que les qui créent le terrorisme en Afrique. J'ai envie de poser une autre question. Les qui acceptent qu'on crée le terrorisme en Afrique, ce sont nos chefs d'État. Ah bon? C'est eux qui cèdent les territoires parfois pour que les rébellions se cachent dans leur territoire. Ce sont nos chefs d'État. Arrêtons de faire des analyses néocoloniales qui vont toujours dédouaner nos leaders et nos chefs d'État. Ils ont le pouvoir. Ce sont les premiers responsables de ce qui nous arrive.
Pourquoi? Parce que la plupart de ces chefs d'État sont tenus sur le plan philosophique. Ils sont francs-maçons, rosicruciens et j'en passe. Ça fait donc que, puisqu'ils sont tenus sur le plan philosophique, ils ne peuvent rien faire. Voilà la vérité. Il faut d'abord sortir de ces philosophies occidentales qui ne nous apportent rien. Et j'ai l'habitude de le dire. Ça peut choquer comme ça peut plaire. Oui. Quand quelqu'un est brillant, il faut reconnaître, même s'il peut s'égarer sur, j'ai envie de dire quoi, sur sa vision politique de la société. Le professeur Fogé a démontré ça dans sa thèse sur l'extraversion de l'État. Il vous dit que le problème de l'Afrique, c'est deux personnes. Le colon qui ne veut pas partir et qui installe à la tête des États africains des dirigeants qui vont continuer à pérenniser l'héritage du colon. Donc, si on me pose la question de savoir si nos dirigeants ont les leviers, je dis oui. Parce que je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Si le président de la République, Paul Biya, dit aujourd'hui qu'il veut sortir du franc CFA, je vais le soutenir. Je serai capable de descendre dans la rue pour défendre les intérêts du Cameroun parce que je sais que c'est pour une bonne cause. Mais si tu ne me dis pas... Tu vas fuir. Non, c'est faux. Je dis c'est faux. Le feu dans cette Quand le président lui-même qui initie. Qui initie n'aura aucun coup de feu. Je dis, c'est parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment nos chefs d'État. C'est ça. Qu'ils apprennent à communiquer suffisamment. Je vous mets à défi que si le président... Pourquoi en communiquer son... Non. Je vous dis que les choses ont beaucoup évolué. Simon Métiengue, les choses ont tellement beaucoup évolué que je vous rassure que si un chef d'État vous dit aujourd'hui et vous êtes rassuré qu'il veut mener un combat de souveraineté, il n'aura pas besoin de dire que suivez-moi. Mais Stéphane, pourquoi vous ne va pas applaudir les présidents de la CEMA qui ont accepté deux monnaies à la sous-région, une monnaie de centralité et une monnaie classique? Moi j'ai toujours salué ça. Pourquoi mener ce combat? Moi j'ai toujours salué ça. Pourquoi? Non, c'est si difficile que ça. Ne mélangez pas. Je suis d'accord avec vous sur le principe et l'illustration la plus concrète. C'est le cas de la guerre du Biafra. Voilà. Vous avez très bien vu que l'État du Cameroun avait refusé de faire du Biafra une base arrière. Oui. On l'a fait devoir. C'est un pays qui avait accepté cela. Donc je suis d'accord avec certains des chefs d'État qui trouvent qu'ils peuvent permettre servir de base arrière pour détruire certains autres pays. Merci Paul Stéphane. Donc je sors en disant aujourd'hui qu'en réalité, le véritable problème, c'est nous les citoyens. Oui. Il faudrait qu'on sache quel leader mettre à la tête de nos États. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le politique qui est la suprastructure. Et quand on dit que le débat sur les partis politiques est un débat périphérique, j'ai envie de poser la question de savoir, mais qui définit donc la politique économique? Il faudrait d'abord qu'un individu accède au pouvoir et décide de définir une politique économique. Donc le débat sur les partis politiques n'est pas périphérique. Le débat sur le parti politique en Afrique et au Cameroun est même un débat fondamental. Parce que justement, c'est celui qui va arriver au pouvoir qui va poser les jalons d'une politique économique qui va être adaptée et adaptée. Exactement. Je vous la donne, M. Bawa. Une minute et on conclut. Écoutez, même dans nos simples foyers, il est toujours dit que c'est lui qui détient l'économie de votre famille, qui dicte la politique de votre famille. J'ai dit, si nous étions des gens sérieux et que nous voudrions notre indépendance, nous devons d'abord mutualiser nos moyens pour la conquête de notre économie. Conquérir notre économie veut dire conquérir nos politiques. C'est ça que j'ai dit. Si vous laissez votre économie aux mains des étrangers, croyant que en amenant au pouvoir un homme politique, il va vous ramener votre économie, vous mentez. C'est un peuple qui va à la conquête de son économie. Une fois que vous avez donc conquis votre économie, vous avez donc conquis le pouvoir politique. Merci. L'inverse n'est pas facile. Merci. Vraiment dans la même ligne. 30 secondes. 30 secondes. Ce que M. Bawa dit est vrai. Mais dans la forme des fonctionnements des États aujourd'hui, il faut un leader qui va impulser. Mais le leader, moi je suis un leader. Écoutez. C'est ça le fonctionnement de la communication que nous prenons avec force. Je vous dis, vous avez des idées et il y a des gouvernants qui
qui recherche la magistrature suprême. Mettons ça ensemble et évoluons. L'idée que vous avez, elle est bonne, mais il faut quelqu'un qui tient les manettes d'une nation pour signer ou pas. Vous et moi. Monsieur Barra, l'économie. Le programme est achevé. Le programme est achevé. On va avoir le pouvoir. La politique, c'est n'est pas possible. La dernière contribution. Bonsoir le panel. Je suis Monsieur Ngagou. Merci de la façon dont vous dirigez le débat. De ma part, la plupart des coups d'État sur le territoire africain sont orchestrés par les pays de l'Occident qui voient leurs avantages dans le 10 pays menacés. La Libye était un pays prospère et son dirigeant ne s'était presque jamais appuyé sur la démocratie pour diriger, mais il y a eu coup d'État. Merci, cher Monsieur Ngagou. C'est par votre contribution que nous mettons un terme à cette édition de Ouro Africa, en espérant vous retrouver nombreux lundi prochain, lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Is